Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de KI News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, on a pas mal de grosses news avec notamment un nouveau record ou presque record en escalade féminine sur rocher, mais aussi des flops au niveau compétitif et une petite révolution sur la scène compétitive, mais uniquement française cette fois. Bref, on vous parle de tout ça dès maintenant. On est parti! News numéro 1, et la semaine dernière, la reine de l'escalade a encore frappé. Janja Garnbret, la Slovène de 26 ans, vient de rentrer à nouveau dans l'histoire en réalisant une voie 8C+ flash, c'est-à-dire au premier essai, avec l'ascension de Pure Dreaming sur le site d'Arco en Italie. Après la compétition des Rockmaster Festival, la Slovène avait pour projet de travailler Excalibur, la fameuse voie côté 9B+ de la région, mais les conditions n'étant pas optimales, elle se sera rabattue sur le secteur d'Il Pueblo des Maçonnets, où elle enchaînera donc l'un des premiers 8C+ flash féminin. À moins que ce ne soit en fait encore plus historique que ça. En effet, si la Slovène ajoute à son poste la cotation de 8C+ pour la voie, Pure Dreaming n'a peut-être de 8C+ que la cotation que Janja veut bien lui donner. Libéré par Adam Ondra en 2018 et coté 9A, puis répété par Stefano Ghisolfi et confirmé 9A par ce dernier, ce n'est que depuis la découverte d'une nouvelle méthode, notamment à l'aide d'un talon et de genouillères, que le consensus autour de la difficulté de la voie aura évolué vers le 8C+. Mais tout cela c'est en tenant compte de la meilleure méthode possible pour l'enchaîner, or c'est la manière qu'aurait eu la Slovène d'enchaîner qui impressionne. Selon Michele Carnati, un autre grimpeur présent en bas de la falaise, celle-ci n'aura pas utilisé la méthode décrite, pas vraiment adaptée à sa taille, et aura improvisé sur la quasi-totalité de la voie, le tout sans genouillère et en ratant même un gros repos sur colonnette, faisant plus ressembler l'ascension à une croix à vue, soit sans information préalable sur la voie, plutôt qu'un véritable flash, et faisant même penser à sa cotation antérieure de 9A. Alors la question est sur toutes les lèvres, est-ce que ça en fait le premier 9A flash féminin, et surtout la troisième athlète, toujours confondue, à rentrer dans ce cercle très fermé? Eh bien, on ne sait pas. Officiellement, la cotation d'une voie est donnée selon la méthode la plus simple pour la réussir, et l'aide des genouillères est aujourd'hui largement répandue et considérée comme un moyen parfaitement légal pour enchaîner une voie. En d'autres termes, si vous grimpez quelque chose de plus dur que la voie, c'est que vous vous êtes planté ou que vous avez délibérément choisi de vous mettre un défi en plus. Ceci étant, cette vision des choses n'est pas partagée par tous, et d'ailleurs la grimpeuse française Manon Hilly aura, suite à cette ascension de la Slovène, récolté au travers d'un post Instagram l'avis de plusieurs grimpeurs professionnels, dont une certaine Laura Gora, pour qui les genouillères font clairement partie intégrante de la grimpe moderne. Enfin, comme souvent et pour notre plus grande frustration, les portes de l'histoire ne s'ouvrent jamais entièrement sur notre premier passage, mais finalement peu importe, puisque la carrière de la Slovène, elle, est déjà historique, et comme dit le journaliste et photographe John Paul présent lors de l'ascension, je pense avoir assisté au premier 9A flash par une femme, et même si l'histoire ne le retiendra peut-être pas comme tel, une chose est sûre, Janja flashera bientôt un 9A officiellement, et ce ne sera pas sa limite. News numéro 2, et le week-end dernier se déroulait la première édition d'une compétition d'un nouveau genre, la IFSC Nation Grand Final, une compétition inédite qui réunissait les 6 meilleures nations de la saison pour s'affronter dans un format là aussi tout neuf, de combinés par équipe de 4 grimpeurs mixtes. L'événement ultime conçu pour devenir l'un des plus importants que l'escalade moderne ait jamais connu, avec des athlètes qui s'affrontent encore plus que d'habitude pour leur pays. Bref, on était super impatients, et autant vous dire qu'on n'a pas été déçus quand 2 semaines avant l'événement, l'IFSC dévoile la World Class Line-Up avec le Japon, la Corée, les États-Unis, l'Australie, le Canada et Israël. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est un stagiaire masochiste qui a écrit la seconde partie de la liste ou quoi? Bref, vous l'aurez compris, cette liste était loin d'être attendue, et à l'exception du Japon et de la Corée, on était bien loin des 6 meilleures nations au monde, car même les États-Unis avaient annoncé une équipe bis sans aucune de leurs stars habituelles. À la place, on attendait évidemment des fédérations comme la France, la Slovénie, le Royaume-Uni ou même l'Autriche. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien en fait, si on se retrouve là, c'est à cause d'une grosse défaillance de l'organisation de la compétition par l'IFSC. Retour à l'été, nous sommes en août 2025 et l'IFSC lâche une bombe sur son site, l'annonce de la création de l'IFSC Nation Grand Final, une compétition censée voir s'affronter les 6 meilleurs pays de l'année dans un format inédit par équipe. Comme ça, d'un coup, alors que personne n'était au courant, bref, ça fait une surprise de dingue et on se dit, pourquoi pas? Sauf que c'était pas une surprise que pour nous.
En fait, tout comme le public, ou au maximum très légèrement avant, les fédérations nationales n'ont été prévenues de la création de la compétition qu'à l'été, alors que tous les plannings et budgets étaient déjà bouclés depuis longtemps. Et dans un cas comme la France, faire déplacer toute l'équipe au Japon, ça veut dire mettre un énorme billet en plus, et ce sans aucune garantie de retour sur investissement, puisqu'à l'époque, le montant des primes en cas de résultat n'était même pas définitif. Rajoutez à cela que la compétition arrivait un mois après les championnats du monde de Séoul, et beaucoup d'athlètes avaient déjà prévu de partir en vacances, ou surtout de continuer leur saison sur rocher, nous laissant avec une world class line-up pas si world class que ça. Oui bon, après, il y a eu une erreur, c'est pas grave, ça arrive, la fédération s'est plantée, c'est la première édition. Bon, ce que je propose c'est qu'on regarde la compétition, on se focus sur les nouveaux formats, et ça doit être hyper intéressant. Hein? On peut la regarder quand même la compétition. Eh bien non, puisque je vous rappelle qu'on est en Europe et les droits de diffusion du circuit officiel sont donc détenus par la chaîne Eurosport et cette Nation Grand Final n'y échappait pas. Sauf que, attention, rebondissement, lorsque j'ai contacté Eurosport pour leur demander si la compétition serait diffusée, ceux-ci n'avaient même pas conscience de son existence. Tout ça sans compter que la compétition tombait le même week-end que le lancement des sports d'hiver, un énorme événement sur leurs antennes, et clairement, aussi tard, c'était pas dans leur priorité d'organiser un streaming de la compétition. Purée, mais ils ont littéralement créé l'événement le plus hypant de l'année et personne a pensé à prévenir Eurosport. Je veux dire les gars, mettez un post-it sur le frigo, une alarme, un truc, je sais pas. Bref, tout ça vu d'Europe, ça nous donnait un simulacre de compétition dont le seul moyen de se tenir au courant était de suivre les résultats disponibles uniquement sur le site de la Fédération japonaise d'escalade et donc en japonais. Wow, bon, je veux bien que la Fédé soit pas très douée niveau communication, mais là c'est vrai que c'est quand même une sacrée salade tomate oignon. Enfin bon, maintenant que ceci est dit, la compétition a tout de même eu lieu, mais c'est vrai sans véritable suspense. En bloc, le Japon l'a très largement remporté, alors que la Corée aura tout de même raflé le titre en difficulté. Ceci étant, on pourra quand même noter que l'aspect collaboratif des équipes, et mixte qui plus est, a été très intéressant à regarder pour peu que vous disposiez d'un VPN. Alors je ne vais pas non plus revenir sur le format en détail, parce que j'en ai déjà beaucoup dit dans cette news, et on gardera ça pour quand la compétition reviendra avec plus de stabilité, car oui, si j'ai beaucoup critiqué ce raté de première édition, mon vrai souhait c'est surtout que ce flop ne condamne pas toute possibilité pour cette Nation Grand Final de briller à l'avenir et de nous offrir enfin le grand rendez-vous annoncé dans un format spectaculaire et divertissant. News numéro 3, et voici une news qui devrait faire date sur la scène verticale française. La FFME, la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade, vient de dévoiler la création d'un nouveau classement national, les Vertical Series. Waouh, mais c'est dingue, fantastique, exceptionnel, mais vous... Attendez, c'est quoi ? Eh bien sachez qu'à partir de ce mois de novembre, vous pourrez vous classer au niveau national en participant à n'importe quel type de compétition en France et non plus uniquement sur le circuit officiel. Et oui, vous avez bien entendu, n'importe quel type de compétition. Que vous participiez à un contest Climbing District, Arcos ou la salle indépendante proche de chez vous, vous obtiendrez des points pour faire partie de ce nouveau classement des Vertical Series. Alors pour l'instant il faudra prendre tout ce que je dis avec des pincettes puisque si son déploiement est prévu pour novembre, on n'a toujours pas beaucoup d'informations à son sujet. Déjà la FFME indique bien que le Vertical Series sera un classement national global basé sur les résultats des compétitions non officielles, ce qui laisse entendre que le circuit officiel ne fera pas partie de ce classement. Vous ne pourrez donc pas mixer votre classement entre vos résultats en Coupe de France et votre résultat à la NIF des 3 ans de Bloc Session Besançon, enfin c'est ce que je comprends. Ensuite, on sait déjà que la récupération de résultats se fera via le système MyCompet de la FFME, mais aussi d'autres applications externes comme Social Boulder, ce qui devrait par contre exclure les compétitions dont les résultats ne sont pas répertoriés via une application. Enfin, concernant le système de scoring, le nombre de points récoltés par grimpeur sera pondéré en fonction de votre place obtenue dans la compétition, logique, mais aussi le nombre de participants, le niveau général des grimpeurs engagés et le type de compétition. Alors on notera tout de même que pour intégrer ce classement, il y aura quelques restrictions. La première c'est d'évoluer en senior, et la deuxième, pas anodine, c'est qu'il faudra être détenteur d'une licence à la FFME. C'est donc un sacré pari de la part de la fédération qui espère que la tentation de prendre part à ce dernier sera suffisante pour que les gens s'inscrivent au risque de rendre la création de ce système anecdotique. Bref, moi je trouve l'idée géniale, et outre le fait que je sois déjà hyper impatient d'aller rafraîchir toutes les 5 secondes le classement pour observer avec fierté ma 14 581e place, eh bien c'est surtout un grand pas en avant pour toute la scène de grimpe française.
On le sait depuis de nombreuses années maintenant, l'escalade a explosé avec le chiffre de plus de 2 millions de pratiquants annuels qui revient régulièrement. Mais le problème, c'est que sur ces 2 millions de personnes, seule une très faible quantité est réellement affiliée à la FFME, un phénomène créé par l'explosion du sport auprès du grand public, notamment par l'arrivée des salles privées, qui s'est rapidement imposé comme le moyen de pratique le plus utilisé par les grimpeurs. Alors ça a des super côtés, comme rendre la scène beaucoup plus accessible, plus visible et simplement donner un autre moyen de pratiquer l'escalade, mais ça a aussi ses inconvénients avec un milieu assez éclaté et des grimpeurs qui ne participent pas tous au développement de la pratique en France. En fait, ce classement il s'inscrit parfaitement dans l'évolution de la grimpe moderne, avec un esprit beaucoup plus détente et accessible, et à terme il va favoriser une meilleure inclusion des grimpeurs dans l'univers escalade. On va pouvoir mieux partager les bonnes pratiques, détecter plus facilement les nouveaux talents, et en bref avoir une meilleure fédération de la sphère d'escalade française. News numéro 4, et la semaine dernière on avait un peu fait le tour des moyens de transport insolites du monde de la grimpe, ou du moins c'est ce que je croyais, puisqu'après le Slovène Domen Škofič grimpant sur les ailes d'un avion, nous avons pu observer il y a une semaine et demie le français Julien Roux grimper sur un mur d'escalade suspendu à 5000 mètres du sol par une montgolfière. Wow, attendez, mais qu'est-ce qui se passe avec grimper dans le ciel en ce moment? Je veux dire, c'est quoi la prochaine étape? Salut tout le monde, aujourd'hui je me suis lancé un défi assez fou. Avec ma tante, on a installé des prises d'escalade sur 2 missiles air-sol de type Apache. L'idée c'est de monter à 4000 mètres d'altitude et de les tirer en direction l'un de l'autre avec un espacement d'environ 1,10 m. Moi je serais vaché à un des 2 missiles et à l'intersection de leur trajectoire, je tenterai de réaliser un dino de l'un à l'autre. Le but c'est vraiment de voir à quel point le corps humain peut faire de la grosse merde quand il s'agit de battre des records. Enfin bref, ceci mis à part, cette fois-ci l'événement est quand même radicalement différent puisqu'il ne vient pas d'un grimpeur à proprement parler. En fait, Julien Roux est à la base un skieur freestyle, mais victime d'un grave accident il y a quelques années, il s'est reconverti en se mettant à la highline, cette discipline qui consiste à marcher en funambule sur un câble tiré à des hauteurs démentielles, une reconversion qui l'aura amené à se faire connaître déjà l'année dernière en marchant entre deux montgolfières à 4832 mètres d'altitude, et tout ça en ayant le vertige. Alors, c'est un très bon titre accrocheur pour les médias et une super belle histoire, mais je pense que si un jour vous vous retrouvez à faire le funambule entre deux montgolfières à 5000 mètres d'altitude, vous n'avez pas le vertige, vous avez une légère appréhension, à la limite. Enfin bref, un exploit qui fait clairement écho à celui du Slovène Domen Škofič de grimper sur un planeur à 100 km/h réalisé un mois plus tôt. Et c'est pas du tout pour minimiser ce qu'a réalisé Julien, mais c'est vrai que, outre la blague assez improbable d'avoir deux athlètes qui réalisent deux défis insolites comme ça dans les airs à 2 semaines d'intervalle, eh bien j'ai du mal à être vraiment impressionné par ce qu'il a fait. En fait, la proximité avec l'événement de Domen et le fait que ce soit sportivement vachement moins dur que ce que Domen Škofič a réalisé, voilà, je pense qu'il faut le dire, même si ça reste très très dur, eh bien ça fait qu'on a une multiplication de ce genre d'exploits, qui reste d'ailleurs souvent logistique et financier avant tout, puisque je pense que si on met énormément de grimpeurs professionnels sur un mur en dessous du montgolfière, ils vont le réussir, et bien on a tendance à voir ça un peu plus comme un fait divers qu'une véritable performance exceptionnelle. Je serais donc curieux d'avoir votre avis là-dessus, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, et si clairement je me demande si ces performances ne desservent pas un peu l'image exceptionnelle du sport à force de la surenchère, c'est quand même probablement ce qui fait la folie de l'humain, pour le meilleur et pour le pire. Et dans le reste des news, cette semaine avait lieu à Laval une Coupe d'Europe de vitesse, et si clairement toute la concurrence n'avait pas fait le déplacement, nos Français eux ont bien répondu présent. Chez les hommes, Guillaume Moreau vient ajouter un titre à sa très belle année de grimpe en battant l'autre grosse tête de série de la compétition, l'Ukrainien Yaroslav Tkach en finale. Chez les femmes, on attendait Capucine Viglione et la Française aura répondu bien présente, sauf que face à elle, sa compatriote Manon Lebon aura fait encore mieux, explosant son record personnel avec un temps de 6,76 en finale et battant Capucine pour 200e au terme d'un run fou. D'ailleurs, en marge de cette Coupe d'Europe avait également lieu la dernière Coupe du Monde para de la saison, sur laquelle la Team France aura ramené quelques médailles. En B1 homme, Nicolas Moineau termine en bronze, alors qu'Elsa Boutel-Ménard remporte l'or en B3 femmes. En homme AL2, Thierry Delarue l'emporte également, mais seulement grâce à son classement de qualification, chose assez rare, alors que l'Espagnol Urko Carmora Barandiaran terminera à égalité de points avec lui. Enfin, Lucie Jarich écrasera la concurrence en femme AL2, une fois n'est pas coutume, alors qu'en l'absence de Solène Piret, Siloé Tétaz remporte la catégorie AU2 pour sa première victoire en Coupe du Monde, félicitations à elle. Enfin, on termine avec une autre médaille d'or pour Oriane Hilpide en femme AU3, tandis que Bruno Longuet prend le bronze chez les hommes. Et toujours dans le reste des news, est-ce que vous avez déjà entendu parler des bars Crux? Non? Eh bien c'est pour ça que je suis là. Crux, c'est une nouvelle marque lancée par Margot et Valentin, deux ingénieurs en agroalimentaire spécialisés en nutrition qui sont partis d'un constat, celui de ne pas savoir quoi manger pendant leur séance de grimpe.
Bref, enfin jusque là vous me direz, des barres énergétiques ça casse pas 3 pattes à un canard, à moins de lui lancer très fort dessus, sauf que les barres Crux elles sont bien différentes de ce que vous pourrez trouver en magasin. Créées très simplement avec des fruits, des noix ou du chocolat pressé, elles sont complètement naturelles en plus de rester hyper gourmandes et très nutritives. On y retrouve des goûts originaux et super bons avec framboise noix du Brésil, citron amande, cacao vanille, mais aussi une gamme protéinée avec de la cacahuète et de la noisette, le tout sans aucun additif. En plus de ça, petite cerise sur le gâteau, les packagings sont hyper sympas et vous pourrez enfin dire que vous vous tapez plusieurs CETA à la séance. Enfin bref, pour aller soutenir Crux, je vous renvoie donc vers la page de crowdfunding du projet sur la plateforme Ulule. Notez bien qu'il ne vous reste plus que 15 jours pour précommander vos barres et même plus, puisqu'en ce moment vous pourrez obtenir en contrepartie des t-shirts sérigraphiés, mais aussi des places pour le groupe de salle d'escalade Blockout ou encore plus sympa et surtout très original, un petit caillou sur lequel vous pouvez faire graver le nom d'une voix. Et toujours dans le reste des news, durant l'année passée, on a peut-être eu l'impression que Burden of Dreams, le premier bloc côté 9A au monde, avait perdu un peu de sa superbe avec 4 répétitions, devenant le deuxième 9A le plus répété au monde, derrière Alphan en Suisse. Enfin, durant les dernières semaines, le bloc aura tout de même rappelé à quel point le travailler peut aussi être synonyme d'échec. Alors que je vous annonçais la semaine dernière l'arrivée et la grosse progression de plusieurs grimpeurs japonais sur le bloc, aucun d'entre eux ne l'aura enchaîné. Ritsuka Yotani, le plus proche à un mouvement de l'enchaînement, aura finalement succombé à l'abrasion du rocher et à la sécheresse de l'environnement sur sa peau. Quant à Tomoa Narasaki, si on attendait avec impatience sa venue, le japonais n'aura partagé aucune image du bloc, laissant simplement entendre qu'il l'avait essayé sans succès. En plus de ces deux protagonistes, Toru Nakajima, un autre japonais qui travaillait le bloc depuis 6 ans déjà, aura annoncé jeter l'éponge lui aussi. Bref, si c'est vrai que cette dernière année, Burden of Dreams a connu de nombreux succès, c'est également mettre de côté le fait qu'il attire beaucoup de grimpeurs et qu'il en met KO une bonne partie. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec une belle croix française et Manon Illy qui enchaîne triptyque tonique 9A dans les gorges du Loup près de Nice. Alors qu'on sait que Manon travaille depuis quelques saisons maintenant, la mythique biographie Acéuse, c'est un autre classique qui tombe pour elle à déverser. Une première voie avec une cotation officiellement dans le 9A pour elle, alors qu'elle comptait déjà plusieurs croix à la limite du 9e degré. Et direction la Finlande maintenant, chose assez rare quand il ne s'agit pas de Burden of Dreams, puisqu'on va ici parler de l'enchaînement de The Globalist 8B+, par la japonaise Akio Noguchi. Cela faisait bien longtemps qu'on n'avait plus entendu parler de la quadruple vainqueur du classement général de Coupe du Monde de bloc. En effet, si la grimpeuse japonaise de maintenant 36 ans semblait avoir terminé sa carrière depuis un moment, sans apparition en compétition depuis le Covid et sans ascension vraiment notable sur rocher, eh bien elle montre qu'elle en a encore largement sous le coude. Alors qu'elle faisait escale en Finlande pour un très court trip avec son mari Tomoa Narasaki, qui visait lui de travailler Burden of Dreams, Akio aura découvert ce bloc ouvert par la légende locale Nale Ukataival. Après une première session durant laquelle le bloc lui aura paru impossible, elle se prendra à nouveau au jeu du travail du projet et enchaînera donc sa cotation la plus élevée à ce jour, en plus d'être la première ascension féminine du bloc. Et décidément, il y a du monde en ce moment à Majorque, alors que le roumain Darius Rapa vient d'enchaîner la mythique Espontas 9A+. Après le français Sam Richard il y a 2 semaines, c'est maintenant un protagoniste moins en vue de la scène verticale qui vient cocher cette croix exceptionnelle. Alors si vous ne connaissez pas Darius Rapa, eh bien à 19 ans, en plus d'être plutôt bon en compétition, avec un titre de vice-champion du monde jeune, c'est surtout le premier roumain à avoir enchaîné une voie côté 9A. Il réalise là la 9e ascension de la voie, car si Majorque était déjà une destination alléchante depuis sa popularisation par Chris Sharma à la fin des années 2000, elle n'avait jamais été autant prise d'assaut, avec en quelques années l'Autrichien Jakob Schubert ou le Slovène Jarnej Kruder qui auront établi leur camp de base, mais aussi plus récemment notre team de Français comme Mejdi Schalk ou Sam Richard, alors que l'Italien Michael Picolroise était également au travail dans la voie durant les dernières semaines. Ça commence à faire beaucoup de monde. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de l'émulation à Majorque et de ses principaux acteurs, le Slovène Jarnej Kruder vient d'enchaîner la voie Big Fish 8C+, en deepwater solo, deuxième très grosse réalisation pour le Slovène sur l'île après la fameuse Espontas 9A+. Depuis, celui-ci avait jeté son dévolu sur Alasha, l'autre grosse voie de l'île considérée presque aussi difficile qu'Espontas, mais après plusieurs jours de travail dessus, Jarnej aura fini par abandonner, la voie ne lui laissant pas terminer son œuvre. C'est alors qu'il se sera tourné vers Big Fish 8C+, ouverte plus récemment, et après quelques sessions de travail en 2023 et un voyage annulé à cause des conditions en 2024, c'est finalement cette année qu'il aura pu finir le travail. En bref, après Crown Royal, 9A plus tôt dans l'année en escalade traditionnelle et un titre de vainqueur du classement général en Coupe du Monde en 2018, le Slovène s'impose comme l'un des meilleurs grimpeurs multidisciplinaires au monde.
Et on continue de l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, où Queen Mason réalise l'enchaînement de Spirit Quest 9A sur le site de Squamish, premier 9A pour la compétitrice américaine qui se paie même le luxe de passer directement du 8B+, au 9e degré, enfin pas un hasard pour elle qui réussissait plutôt facilement ses rares projets dans le 8B+, et qui s'était récemment mise de plus en plus au rocher. C'est donc après avoir enchaîné Spirit to the West, une variante en 8B+, de son homologue du 9A l'année dernière, que Queen ne pouvait plus s'empêcher de penser à la voie et aura attendu août pour s'y mettre. Après quelques sessions et un aller-retour sur le site, elle y est déjà le 5e point de la voie avec la fin, ce qui constituait sa partie la plus difficile. Encore une semaine de mauvaises conditions à attendre et Queen réalisait donc la première ascension féminine de la voie. Enfin on termine avec l'espagnol Ainise Belar Barrucia qui enchaîne Arupuzza 9A sur le site de Erino en Espagne, une voie que la grimpeuse avait essayé l'année dernière après avoir enchaîné son projet Celedon, une autre 9A située juste à côté avant d'en faire son objectif principal cette année. À 19 ans, la jeune grimpeuse est l'une des prodiges du moment sur rocher avec sa 3e voie en 9A, mais également Ini Ameritan 9A+, qu'elle avait enchaîné à l'automne dernier. Maintenant, Ainise se dirige vers la Catalogne où elle visera les ascensions de 3 autres 9A qu'elle a déjà essayé avec Victimas Pérez, Victimes del Futuro et Ciudad de Dios, en bref, un sacré planning de fin d'année. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes toujours aussi nombreux, aussi réguliers et même un peu plus chaque semaine à suivre cette émission. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller sur notre page Tipeee. Voilà, ça m'aide énormément d'avoir des petits revenus en plus pour vous préparer toujours plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à laisser un j'aime sur la vidéo, à commenter, à vous abonner. Bref, vous connaissez la rengaine. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!